Eh bien, déjà, merci de nous accueillir sur ce Croque Futur. C'est toujours un plaisir de partager et particulièrement avec vous qui sont les acteurs de la prospective du territoire. Ce ne sera pas un cours de méthodo prospective comme on a pu le voir dans les précédents Croque Futur, mais plutôt un retour d'expérience sur cette démarche de prospective citoyenne dans le cadre du Conseil de développement. Peut-être dire deux mots sur le Conseil de développement. Les conseils de développement, c'était les premières instances de participation citoyenne des intercommunalités qui sont nées avec les lois Voynet dans les années 2000, avec l'idée que ces territoires de projet ne pouvaient pas se penser sans la société civile et leur regard sur le développement de ces grands territoires. En plus de 20 ans d'existence, les conseils de développement, ils ont évolué, ils se sont cherchés, ils ont testé différents formats, plus ou moins proches du politique. Il fut un temps où le président du conseil de développement était nommé par le président de l'intercommunalité. Et en 2022, la fin de mandat précédent a été l'occasion de repenser le conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole. Et là, il y a eu une volonté de créer une rupture avec un conseil qui était doté d'une organisation beaucoup plus structurée, qui était aussi dans une posture plus prescriptive. La métropole doit, il serait temps que les élus devraient, avec notamment la production de rapports et de documentation qui était très très fouillée, très percutante, très bien pensée et réfléchie, mais qui pour autant pouvait créer de la frustration par manque d'appropriation et de connexion ou de difficulté de connexion avec l'institution métropolitaine. Et un travail a été mené à ce moment-là avec les membres sortants et puis avec l'élu à la participation citoyenne, le service participation, avec Alain également, qui a suivi les conseils de développement depuis longtemps. Et l'idée a été d'aller sur un format beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, de s'autoriser le décalé et le pas de côté. Et c'est ce qui a amené ce repositionnement du conseil de développement en laboratoire de prospective citoyenne. Aujourd'hui, c'est donc un collectif de 66 membres, 33 hommes, 33 femmes, avec une répartition homogène dans l'appartenance, le lieu de résidence ou le lieu d'activité sur l'ensemble de la métropole, une répartition aussi en âge qui est très marquée, et ce sont tous des acteurs qui témoignent d'un engagement dans le territoire. Engagement qui peut être à titre professionnel, de militants associatifs, d'acteurs culturels ou universitaires ou autres. Il fonctionne d'une manière collégiale avec un bocal de gouvernance qui est composé des poissons pilotes qui ont pour mission de conduire chaque groupe de travail. Et leur mandat est de 3 ans, donc 2022-2025. Et en 2022, ce nouveau C2D a démarré autour de cette mission qui était de penser la métropole demain avec un focus sur le bassin visillois en vue d'écrire un récit destiné à nourrir le projet de requalification à venir et en cours aujourd'hui sur ce territoire. Ce qu'on a appelé la mission Visil a donné lieu à tout un dispositif de participation citoyenne mené par le Conseil de développement qui s'est dit très vite, penser Visil demain, ça ne peut pas se faire sans les habitants, sans leur perception, sans leur regard. Et il y a eu vraiment un gros travail qui a été par ailleurs primé par les trophées de la participation citoyenne pour amener les habitants dans une contribution sensible sur leur territoire
notamment au travers de théâtre forum, podcasts qui étaient destinés à faire parler les gens sur leur vision du territoire, etc. Et puis, en parallèle, est arrivé très vite, concernant la mission Penser la métropole demain, est arrivé très vite le fait que comment penser la métropole demain sans la saisir, sans la connaître, sans l'éprouver par l'expérience. Et c'est ce qui a donné lieu aux marches sensibles, dont Philippe parlera tout à l'heure, puisqu'il en est l'un des co-poissons pilotes. Aujourd'hui, le Conseil de développement, il travaille sur 5 thématiques que sont Visil, la forêt, la citoyenneté, qu'est-ce que c'est qu'appartenir au territoire métropolitain, les mobilités rêvées de demain autour du projet de RER métropolitain et le numérique responsable. Tous ces sujets ont fait l'objet d'une délibération qui missionne le Conseil de développement sur ces sujets, et chaque groupe procède d'une manière assez similaire, c'est-à-dire rencontre des acteurs, immersion dans le terrain, compréhension des signaux émergents renvoyés par ces différents temps de connexion avec le terrain et ses acteurs, et puis des temps de réflexion et d'intelligence collective, avec un fort attachement à partager ces réflexions avec le territoire et les citoyens et habitants. Et c'est ce qui a donné lieu à notamment cette collection de BD Imagine demain, qui a été proposée par le poisson pilote RER et Mobilité rêvée de demain, qui s'est dit, et si on faisait une BD? Et derrière est apparue très vite l'intuition qu'il y avait un intérêt à aligner l'ensemble des productions et des travaux du Conseil de développement sur un même format, et c'est ce qui a donné lieu à cette collection Imagine demain, pour lesquelles il y a eu énormément de temps de réflexion collective sur la forme qu'elle devait prendre, l'ambition qu'elle devait avoir. Et j'ai toujours en mémoire cette phrase qui ressort des groupes, du groupe de travail, qui disait « Mais les BD et la collection Imagine demain sera réussie si c'est un bel objet qu'on a envie de garder, qu'on a envie de diffuser, qu'on a envie de s'approprier, et si elles servent d'outil de dialogue sur le territoire, sur la manière dont on a envie de vivre demain. » Et ça parle notamment de cet enjeu, de cette prospective citoyenne, qui est vraiment d'ouvrir une discussion, d'avoir un rôle de médiation sur la fabrique du territoire, avec les services et les élus, bien sûr, mais avant tout avec les acteurs, les habitants, les usagers du territoire. Et c'est pour ça que toutes les productions de BD que vous pourrez voir tout à l'heure s'accompagnent de forts temps de rencontres avec différents publics. Ainsi, la BD Forêt, on l'a installée au Centre social de Vif hier en format expo, et ce qui donnera lieu à des rencontres avec les éco-délégués du collège, avec les jeunes de la MFR de Vif qui sont en formation sur les filières forestières, un temps de rencontre avec les élus et les associations locales. Et ce sont vraiment des temps qui sont capitaux par rapport à l'ambition du Conseil de développement. De la même manière que la BD Visil sera prochainement exposée dans la ville, et notamment sur les vitrines de la ville, et celle sur la citoyenneté donnera lieu à une soirée débat au Méliès autour de cette question d'accueil de l'autre, d'hospitalité, qu'est-ce que c'est qu'un territoire hospitalier. Et je pense que c'est vraiment là que le Conseil de développement trouve sa place dans un rôle un peu de médiateur sur le territoire, avec une capacité à aller vers les publics, sortir de l'institution métropolitaine, ce qui est un point fort
de ce Conseil de développement 2022-2025. Mais c'est surtout une énergie collective, en fait, cet espace de fabrique d'une pensée pour le territoire demain. Et c'est pour ça qu'on est venus tous les trois, et puis il y a d'autres membres dans la salle avec qui on pourra ouvrir la discussion. Et j'avais envie de vous poser deux questions, Philippe et Sacha. Philippe, en tant que copilote des marches sensibles, j'aurais trouvé intéressant que tu en dises un mot sur qu'est-ce que ça apporte aux réflexions du Conseil de développement, comment t'es venue cette envie de porter cette démarche, qui fait par ailleurs l'objet de podcasts et de restitutions graphiques, de manière à permettre à chacun de pouvoir revivre ou vivre cette expérience. Et puis Sacha, en tant que jeune membre, puisque tu es dans la catégorie jeune, qui est engagé notamment sur les questions européennes, qu'est-ce que tu es venu chercher au Conseil de développement? Ça vous va? Combien de temps? 5 minutes. À toi. Alors ben, les marches sensibles. Le mot sensible, il est un peu instable en langue française. Hein. On pourrait traduire, se dire c'est sensible ou c'est sensuel ou c'est sentimental ou c'est etc. On pourrait tourner autour parce que on vit, vous savez, c'est Fernand Braudel, il y a maintenant 30 ou 40 ans, qui dit « les écrans feront écran ». Et à l'époque, il n'y a que la télévision comme écran. Et je trouve ça remarquable d'avoir déjà pensé que ça allait faire écran à nos sociétés. Il me frappe de plus en plus à quel point des tas de projets, par exemple en urbanisme et dans tous les champs d'activité, ont lieu sans se cogner au réel. Et de moins en moins. Et qu'en plus, le réel, c'est épuisant, effectivement. Hein. Pour moi, une caricature, par exemple, c'est Alain Finkielkraut qui, à France Culture, va interroger un journaliste qui a lu dans Le Monde un article d'un universitaire qui, en réalité, a fait travailler ses doctorants sur un quartier difficile. Et on discute donc au 8e degré par rapport à la réalité du terrain. Donc, les marches sensibles, encore une fois, j'aime pas beaucoup le mot sensible, moi, mais bon, voilà, c'est de se dire, allons-y, allons marcher concrètement. Mais il y a 2000 ans, Aristote disait la même chose, donc il n'y a pas d'invention là-dedans. Aristote dit, pour faire école, il faut marcher ensemble et non pas être assis sur des chaises. Et il fait ses cours de philosophie avec ses étudiants en marchant. Pourquoi? Parce que la marche est un accélérateur du cerveau, et qu'en marchant, vous allez constater des choses qui ne sont pas faciles à repérer en regardant des documents sur un écran ou dans un bouquin. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi j'ai beaucoup marché dans la presqu'île de Grenoble. Je trouve impressionnant en marchant sur la presqu'île à quel point si l'on teste avec son corps la presqu'île, on ne construirait pas la presqu'île telle qu'elle a été construite. Et effectivement, je trouve effrayant que les urbanistes ayant construit la presqu'île aient quasiment pas passé de temps à éprouver la presqu'île avec leur corps. Et par exemple, en marchant, on va se dire, tiens, c'est étonnant dans cette presqu'île à quel point les résurgences de peupliers émergent partout. Dès que le terrain est laissé en jachère 1 an ou 2, entre 2 opérations immobilières, des peupliers poussent. Et j'ai toujours trouvé puissant cette métaphore parce que à l'époque, on s'intéresse tous et on s'inquiète tous de l'état des écosystèmes. En regardant ces peupliers qui traversent le goudron, etc., et qui sont impitoyablement coupés par le programme de plantation organisé par l'urbanisme, on a d'une part des plantes exogènes qui sont plantées par des paysagistes qui vont peu ou pas résister à la sécheresse l'été, et puis d'autre côté, ces peupliers qui sont le substrat grenoblois qui ont envie de pousser, qu'on châtie en coupant, en castrant. Voilà, donc aller marcher sur un site, ça permet de choper des éléments d'information qu'on n'aurait pas vus, donc une autre façon.
Alors, ces marches sensibles, on les a toujours non organisées en chopant au hasard des points en se disant, tiens, ça c'est curieux. Je vous donne un exemple. Au tout début de la réflexion sur Visil, on a buté, comme tout le monde, sur le fait qu'à Visil, il y a des bouchons tous les jours dans les deux sens de circulation, selon l'heure, hein, dans un sens puis dans l'autre, à cause du saut du moine. Et on a entendu, le mot est beau, le saut du moine. On s'est dit, oui, c'est quoi le saut du moine? Allons-y. Et donc, la première marche sensible a eu lieu autour du saut du moine. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est au saut du moine? On voit l'usine chimique de Jarry, qu'on surplombe. Et c'est par exemple un très bon exemple parce que dans l'imaginaire grenoblois, les usines chimiques ne font pas partie de notre imaginaire, alors que ça a été des grands producteurs de richesses locales, mais ça sent mauvais, ça fabrique de la chimie, etc. On n'en a pas envie, donc ça ne participe pas à l'imaginaire local. Ce qui participe à l'imaginaire local, c'est le CEA, les nouvelles technologies, etc. Ce qui sont deux modes d'imaginaire qui coexistent. Or, en marchant pendant 2 heures autour de l'usine chimique, on se rend compte de toute une série de réalités physiques, de réalités odorantes, de réalités... on s'interroge par exemple sur la qualité de l'eau des bassins et des canaux que l'on voit autour, et l'on marche le long du canal. Et comme ces marches sensibles associent toujours des chercheurs, là à l'époque c'était l'anthropologue Marc Higine qui avait travaillé notamment sur ces canaux, et on découvre l'histoire qui est parfaitement fascinante des investisseurs qui, au XVIIIe siècle, ont décidé de faire ces canaux pour rendre plus fertiles les terres, puis pour avoir de la force motrice grâce à l'eau, etc., etc. Donc on entre dans une épaisseur du territoire de façon bien plus forte qu'en feuilletant du papier ou en regardant des écrans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire. Bien évidemment, surtout dans une médiathèque, je n'oserais pas dire ça. Mais en tout cas, cette expérience physique d'un groupe, généralement c'est une vingtaine de personnes, elle permet d'amener cette épaisseur, cette contradiction dans les éléments d'information qui va nous permettre de penser un territoire. Normalement, c'est un peu difficile toujours à obtenir. L'idéal, c'est que ce groupe marche sans se parler les uns avec les autres, puisque c'est en étant tout ouïe, tout sens aiguisé que l'on va percevoir des inattendus. Et pour moi, c'est une clé dans le monde. Je suis profondément persuadé de l'intérêt et de l'importance de la sérendipité, c'est-à-dire de l'attention à l'inattendu. En se disant, ça, merde, je ne l'avais pas vu, je n'avais jamais pensé que ça existait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Et c'est vrai que les marches sensibles ont initié par la suite beaucoup de groupes de travail et d'envie de se saisir de sujets. C'est le cas par exemple de la forêt. Et chacune sont en ligne sur le site internet en format texte, graphique et podcast que vous pouvez écouter aussi sur Spotify ou les plateformes d'écoute comme Deezer en cherchant les agités du bocal. Oui, par exemple, j'ai encore une minute, on a fait une marche, parce qu'il y a aussi des pistes, le temps passe très vite, donc on n'a pas le temps de tout faire. On a buté sur 2 difficultés. Par exemple, on aimerait travailler sur l'eau, mais l'eau, c'est souvent souterrain, et c'est difficile d'inventer une marche qui va nous permettre de vraiment mordre avec efficacité sur les problématiques d'eau, de nappe phréatique, etc. Un autre exemple, c'est Grand Alpes. Passer 2-3 heures à marcher dans Grand Alpes, effectivement, on a senti une divergence incroyable entre le récit qui est en train d'être fabriqué de la rénovation de Grand Alpes et puis la réalité physique de ce que l'on percevait en tant que marcheur dans ce quartier. Moi, j'aurais beaucoup aimé creuser là-dessus. Cette divergence d'imaginaire m'aurait beaucoup intéressé. On n'a pas le temps de le faire. À suivre. Du coup, pour moi, la question était comment je suis passé d'un engagement plutôt au niveau européen à un engagement au sein du Conseil de développement. Assez intéressant en tant que membre que tu exprimes ce que tu es venu chercher en fait en candidatant au Conseil de développement. Alors, pour ma part, effectivement, j'ai été pendant 10 ans dans une asso européenne pour les jeunes qui s'appelle le Parlement européen des jeunes, et on avait l'objectif à travers des simulations parlementaires à l'image du Parlement européen avec
des commissions traitaient de sujets, de questions européennes, d'amener les jeunes non pas à devenir des politiciens, l'objectif n'était pas de les former à être des élus politiques, mais plutôt de s'intéresser à des sujets, à l'actualité, d'apprendre à s'informer, d'apprendre à débattre aussi avec des gens qui n'ont pas les mêmes avis, n'ont pas la même culture, ne viennent pas du même endroit en Europe, puisque les événements se faisaient au niveau européen. Et donc d'amener les jeunes à finalement être des citoyens à la fois éclairés et des citoyens qui savent débattre, savent prendre en compte aussi les personnes en face. Donc finalement d'avoir un débat qui est pas simplement un débat entre guillemets de bas étage où chacun vient juste confronter son idée, mais chacun vient comprendre aussi ce qui peut motiver l'autre à penser, avoir tel ou tel avis sur tel sujet. Donc développer une forme de citoyenneté active, de vouloir participer au débat public. Moi, je suis grenoblois, je suis allé faire mes études à Montpellier et je connais le conseil de développement depuis un petit moment, avant même d'y avoir candidaté, puisqu'il y avait eu toute une série de controverses, ils appelaient ça, où les citoyens étaient invités à venir parler sur la démocratie participative pour élire notamment les conseillers métropolitains. Et j'avais participé en tant que spectateur à ces idées-là, du moins à ces controverses-là. Ça avait été très intéressant. Et le jour où je suis revenu sur Grenoble après avoir fait mes études à Montpellier et bossé pendant 3 ans, il s'est avéré qu'il y a eu l'appel à candidature pour le nouveau format. Et considérant que, en tant que citoyen, je ne peux pas venir râler si je ne propose pas quelque chose en face, pour moi, j'avais envie de participer à la vie de mon territoire, alors autrement que d'être élu, mais de dire, tiens, ça peut être intéressant de participer à la démocratie participative, à un groupe citoyen qui potentiellement peut, d'une manière ou d'une autre, faire avancer des idées et participer au débat public. Moi, c'est ce qui m'a amené, c'était de dire comment je fais aussi pour participer à mon territoire sans être élu, sans être dans les rouages politiques, à la fois parce que je n'y suis pas factuellement et que je n'ai pas forcément envie d'y être, mais comment je peux aussi participer, faire émerger des idées, comprendre aussi les spécificités du territoire, savoir que je peux avoir une vision, des idées, mais factuellement, en fait, je me trompe sur toute la ligne parce qu'il y a des choses qui sont en contradiction. Et c'est ce qui m'a amené à candidater. Et l'expérience des 3 ans, puisque ça va faire 3 ans, on a réussi à avoir un groupe qui a été dès le début pour moi homogène dans la volonté d'avoir ce débat de qualité et d'avoir quelque chose qui sorte, quel qu'il soit, mais qui puisse servir au territoire, pas simplement aux élus, mais aussi d'amener potentiellement à des débats au niveau de la société civile et de faire le lien aussi entre métropole et citoyens. C'était moi ce que je voulais en arrivant. Et ce que j'ai apprécié pendant ces 3 ans, c'était vraiment cette idée qu'on était tous sur la même longueur d'onde, sur ce point-là, de se dire on a envie que je pense qu'il y avait tous, au départ, un peu cette frustration, je vais mettre le mot frustration, de se dire que tiens, il y a un problème dans la manière de discuter ensemble et d'arriver à faire émerger des récits, d'arriver à faire émerger des idées qui ne soient pas simplement politiques ou techniques ou citoyennes et que tout s'oppose. Et voilà, moi, c'est ce que je venais rechercher, d'avoir quelque chose peut-être pas plus concret que mon engagement associatif précédent, mais d'une autre manière, d'avoir cet engagement citoyen, de débat citoyen, autre que auprès de jeunes, et là, de pouvoir aussi apporter ma pierre à l'édifice. Peut-être souligner que participer au conseil de développement, c'est un engagement bénévole phénoménal et incroyable. Enfin, c'est pour certains plusieurs réunions par soir, des temps de rencontre.
aujourd'hui, on est là ce matin. À midi, il y a le bocal de gouvernance. Ce soir, on organise une Sylva fresque avec l'ONF et le service transition énergétique de la métropole dans le cadre du mois de l'énergie. Demain, il y a un rendez-vous agité. C'est vraiment un engagement considérable. Et je pense souvent, pour faire un parallèle avec, sur le Conseil de développement, avec la pensée de Harari, l'auteur de Sapiens et de Nexus, vous voyez, qui explique que l'humanité s'est développée notamment grâce à deux capacités. D'une part, cette capacité à raconter des récits porteurs de sens, qui donnent un aller vers et qui guide le développement collectif. Et puis, la deuxième capacité, c'est la capacité à collaborer et dialoguer. Et je pense que clairement, le Conseil de développement, c'est ça. C'est un espace de construction collective pour penser et écrire un récit sur la manière dont on veut vivre le territoire demain, en le partageant avec la société civile, les habitants, les citoyens et usagers du territoire.